Nous espérons que ce vol a été agréable, dit l'hôtesse de l'air, postée près de la porte de l'avion à la femme sans âge qui, avec une poignée d'autres passagers, était restée jusqu'à Bangor, terminus du vol 230 de Delta Airlines. Anne, la sœur de Bobby Anderson, avait 40 ans, mais pensait comme une femme de 50 ans, et c'était l'âge qu'on lui donnait. Bobby aurait même dit, les rares fois où elle avait un verre dans le nez, que sa sœur Anne pensait comme une femme de 50 ans depuis qu'elle avait à peu près 13 ans. Anne, donc, s'arrêta net et posa sur l'hôtesse un regard qui aurait paralysé une horloge. Je vais vous dire, mon petit, rétorqua-t-elle. J'ai trop chaud. Mes aisselles puent parce que l'avion a décollé en retard de cette poubelle d'aéroport de La Guardia et a perdu encore davantage de temps à Logan. On nous a secoués comme des pommes de terre et je déteste l'avion. Cette poufiasse que vous avez envoyée s'occuper du bétail de la classe touriste a renversé sur moi le cocktail de mon voisin et j'ai du jus d'orange qui sèche en plaques craquelées sur mon bras. Mon slip pue dans la fente de mes fesses, et ce village a l'air d'un chancre sur la bite de la Nouvelle-Angleterre. Avez-vous d'autres questions? Non, parvint à articuler l'hôtesse de l'air, dont les yeux étaient devenus vitreux. Elle avait l'impression qu'elle venait de livrer impromptu 3 rounds rapides contre Boom Boom Mancini, à un moment où le champion du monde était en rogne contre la terre entière. Anne Anderson produisait souvent cet effet sur ceux qu'elle rencontrait. Parfait, ma chère. Anne passa devant l'hôtesse et s'engagea sur la passerelle en balançant au bout de son bras un grand sac d'un rouge agressif. L'hôtesse n'eut même pas le temps de lui souhaiter un agréable séjour à Bangor. Elle se dit que de toute façon ça aurait été de l'énergie gaspillée. Cette dame avait l'air de ne jamais s'être plus nulle part. Elle marchait en se tenant bien droite, mais elle semblait n'y réussir qu'en luttant contre quelques douleurs, comme la petite sirène qui continuait de marcher alors qu'à chaque pas elle avait l'impression que des lames de couteau lui déchiraient les pieds. Seulement, se dit l'hôtesse de l'air, si elle a un grand amour quelque part, j'espère pour lui qu'il connaît les mœurs sexuelles et alimentaires de l'amigale. L'employé de chez Avis informa Anne qu'elle n'avait pas de voiture disponible, que si Anne n'en avait pas réservé, c'était bien dommage, désolé, mais en été, dans le Maine, on s'arrachait les voitures de location. Quelle erreur de la part de cet employé, quelle grave erreur. Anne sourit d'un air féroce, se cracha mentalement dans les mains et se mit au boulot. Dans ce type de situation, Anne se sentait comme un poisson dans l'eau. Elle avait pris soin de son père jusqu'à ce qu'il meure misérablement le 1er août, 8 jours plus tôt. Elle avait refusé qu'on l'emmène à l'hôpital, préférant le laver, soigner ses escarres, changer ses couches d'incontinent et lui donner ses pilules elle-même au milieu de la nuit. Elle avait finalement précipité l'attaque d'apoplexie qui l'avait emporté en le tourmentant sans cesse à propos de la vente de la maison de Laketon Street. Il ne voulait pas vendre. Elle avait décidé qu'il le ferait. La dernière attaque, massive, survenant après 3 plus bénignes à 2 ans d'intervalle, le frappa 3 jours après la mise en vente de la maison. Mais elle n'aurait pas davantage admis sa responsabilité dans ce tragique événement qu'elle n'aurait reconnu que, bien qu'ancienne élève de l'institution Saint-Barth d'Utica et une des principales dames patronesses de sa paroisse, elle considérait que l'idée de Dieu n'était qu'un tas de merde. À 18 ans à peine, elle avait soumis sa mère à sa volonté, et maintenant, elle avait détruit son père et regardé les pelletées de terre tomber sur son cercueil. Aucune employée d'Avis ne pouvait faire le poids contre Serette. Il lui fallut tout de même 10 minutes pour briser celle-ci. Anne refusa la proposition d'un coupé qu'Avis gardait en réserve pour une célébrité éventuelle, très éventuelle, qui serait passée par Bangor, et insista encore, flairant la peur croissante de la jeune employée, comme un carnivore affamé hume le sang. 20 minutes après avoir dédaigné la petite voiture, elle quittait l'aéroport international de Bangor au volant d'une Cutlass suprême réservée par un homme d'affaires qui devait arriver à 18h15. D'ici là, l'employé aurait terminé son service, une autre l'aurait relayé, et de toute façon, le matraquage d'Anne l'avait tellement éprouvé que la Cutlass aurait tout aussi bien pu être réservée pour le président des États-Unis. Elle quitta le comptoir, se retrancha en tremblant dans le bureau du fond, ferma la porte, la verrouilla, coinça une chaise sous la poignée et fuma un joint qu'un des mécaniciens lui avait passé, puis elle éclata en sanglots. Anne Anderson produisait souvent ce genre d'effet sur les gens. Il était presque 3 heures quand elle acheva de dévorer l'employé, et elle aurait pu rouler directement vers Haven. La carte qu'elle avait prise sur le comptoir d'Avis indiquait une distance de moins de 80 kilomètres, mais elle voulait être absolument fraîche pour sa confrontation avec Roberta. Un policier réglait la circulation à l'intersection des rues Apmond et Union.
Le feu de signalisation ne marchait pas, ce qui n'étonna pas Anne de la part d'une ville aussi minable, et elle s'arrêta au milieu du carrefour pour lui demander où elle trouverait le meilleur hôtel ou motel de la ville. Le flic avait eu l'intention de la réprimander, de gêner ainsi les autres véhicules, pour une question aussi futile, mais ce qu'il vit dans ses yeux, le regard chaleureux d'un incendie du cerveau, qui, bien que sous contrôle, risquait à tout moment de jaillir des orbites, fit qu'il jugea préférable de lui donner son renseignement pour se débarrasser d'elle. Cette dame ressemblait à un chien que le policier connaissait quand il était enfant, un chien qui trouvait très drôle d'arracher les fonds de culotte des gosses sur le chemin de l'école. Il n'avait pas besoin de ce genre d'ennui, un jour où la température brûlait autant que son ulcère à l'estomac. Il orienta Serette vers l'hôtel Cityscape, sur la route numéro 7, et fut heureux de voir disparaître l'arrière de sa voiture. L'hôtel Cityscape était complet, mais ce n'était pas un problème pour Sir Anne. Elle se fit attribuer une chambre double, puis persécuta le portier épuisé jusqu'à ce qu'il lui en donne une autre, parce que l'appareil d'air conditionné de la première était trop bruyant, et la couleur de la télévision si mauvaise, dit-elle, qu'on avait l'impression que tous les acteurs venaient de manger de la merde et ne tarderaient pas à en crever. Elle défit ses bagages, se masturba pour atteindre un plaisir sans joie avec un vibromasseur dont la taille égalait presque celle des carottes mutantes du jardin de Bobby. Ces plaisirs sans joie étaient les seuls qu'elle connaissait. Elle n'avait jamais couché avec un homme et n'avait pas l'intention de le faire. Elle prit une douche, se reposa et alla dîner. Elle parcourut la carte en fronçant les sourcils et découvrit une rangée de dents impitoyables quand le maître d'hôtel vint prendre sa commande. « Apportez-moi un tas de légumes crus et des légumes feuillus. »« Madame veut une salle, madame veut un tas de légumes crus et feuillus. Je me fous du nom que vous leur donnerez, et lavez-les pour enlever la pisse d'insectes, et apportez-moi tout de suite un sombrero. »« Bien, madame, dit le maître d'hôtel après s'être humecté les lèvres. Des clients les regardaient. Certains souriaient, mais ceux qui croisèrent le regard d'Anne Anderson cessèrent bien vite. Le maître d'hôtel s'éloignait quand elle le rappela d'une voix forte, égale et imparable. « Et dans un sombrero, il y a du Kahlua et de la crème. Si vous m'apportez un sombrero avec du lait, mon vieux, je me sers de cette cochonnerie pour vous faire un shampoing. » La pomme d'Adam du maître d'hôtel montait et descendait comme un singe sur une perche. Il tenta de produire son sourire aristocratique et méprisant, arme de tout bon maître d'hôtel face aux clients vulgaires. Il faut lui accorder que le sourire ne démarra pas mal, jusqu'à ce que les lèvres d'Anne en produisent un qui gela le sien dans l'œuf. Aucune bonhomie dans ce sourire, plutôt un prélude au meurtre. « Tu ferais mieux de me croire, mon vieux, » murmura Sir Anne. Et le maître d'hôtel la crut. À 19h30, elle était de retour dans sa chambre. Elle se déshabilla, enfila une robe de chambre et regarda par sa fenêtre du 4e étage. En dépit du panorama sur la ville que semblait promettre son nom, l'hôtel se trouvait dans la lointaine banlieue de Bangor. La vue qui s'offrait à Serette, au-delà de quelques lumières du parking, n'était que ténèbres et obscurité. C'était exactement le genre de panorama qu'elle aimait. Son sac contenait des gélules d'amphétamine. Anne en sortit une, l'ouvrit, versa la poudre blanche sur le miroir de son poudrier, traça une ligne d'un ongle raisonnablement court et en renifla la moitié. Son cœur se mit immédiatement à faire des sauts de lapin dans son étroite poitrine. Une bouffée de couleur rehaussa son visage blafard. Elle garda le reste pour le lendemain matin. Elle s'était mise à utiliser cet ersatz de cocaïne peu après la première attaque de son père. Maintenant, elle avait découvert qu'elle ne pouvait dormir sans renifler un peu de sa poudre, alors que c'était exactement le contraire d'un sédatif. Quand elle était enfant, toute petite même, sa mère s'était écriée un jour exaspérée « Tu n'es vraiment pas faite comme tout le monde !» Anne se disait que c'était sans doute exact à l'époque, et que ça l'était resté. Mais sa mère n'oserait jamais le lui redire aujourd'hui, naturellement. Anne jeta un coup d'œil au téléphone, mais détourna les yeux. Elle n'avait pas refusé directement, mais comme une lâche qu'elle était, en ne daignant même pas répondre aux efforts de plus en plus pressants d'Anne pour communiquer avec elle. Anne l'avait appelé 2 fois dans les 24 heures qui avaient suivi l'attaque de ce vieux salaud, quand il devint évident qu'il allait défunter. À l'autre bout, personne n'avait décroché. Elle avait encore appelé après la mort de leur père, cette fois à 1h04 du matin, le 2 août, et c'est un ivrogne qui lui avait répondu. « Passez-moi Roberta Anderson, je vous prie, » avait dit Anne. Elle était debout, toute raide, dans la cabine téléphonique du hall de l'hôpital militaire du Tika. Sa mère était assise, tout près, dans un fauteuil en plastique, entourée par une infinité de frères et une infinité de sœurs, avec leur infini visage de pommes de terre irlandaises, pleurant, pleurant et encore pleurant. « Et tout de suite, avait-elle ajouté. « Bobby » avait demandé la voix de l'ivrogne.
Vous voulez l'ancienne patronne ou la nouvelle patronne améliorée? Épargnez-moi vos conneries, Gardiner. Son père est... Vous ne pouvez pas parler à Bobby pour le moment, interrompit l'ivrogne. Oui, c'était bien Gardiner. Elle reconnaissait sa voix maintenant. Anne ferma les yeux. Au téléphone, il n'y avait qu'une seule impolitesse qu'elle détestait plus que de s'entendre couper la parole. Elle est dehors, dans le hangar, avec la police de Dallas, continua Gardiner. Ils sont tous en train de devenir encore plus nouveaux et encore plus améliorés. Dites-lui que sa sœur Anne... Clic. La rage sèche transforma les côtés de sa gorge en papier de verre surchauffé. Elle écarta le combiné de son oreille et le regarda comme s'il s'était changé en serpent et venait de la mordre. Ses ongles étaient blancs et viraient au violet. L'impolitesse qu'elle détestait le plus au téléphone, c'était qu'on lui raccroche au nez. Elle avait rappelé sur le champ, mais cette fois, après un long silence, le téléphone avait émis dans son oreille un étrange bruit de sirène. Elle avait raccroché et s'était approchée de sa mère en larmes et de ses parents irlandais. « Est-ce que tu l'as eu, sœurette » demanda la mère à Anne. « Oui. »« Et qu'a-t-elle dit » demanda-t-elle, avec un regard implorant de bonnes nouvelles. « Est-ce qu'elle a dit qu'elle viendrait pour l'enterrement ?»« Je n'ai pas pu lui tirer de promesse, » dit Anne. Et soudain, toute sa fureur contre Roberta qui avait eu la témérité d'essayer de lui échapper, explosa hors de son cœur, mais pas sur le mode strident. Anne n'était jamais ni silencieuse ni stridente. Son sourire de requin apparut sur son visage. Les parents qui murmuraient firent silence et regardèrent Anne avec une sorte de malaise. Deux des vieilles dames saisirent leur rosaire. « En fait, corrigea Anne, elle a dit qu'elle était ravie que ce vieux salaud soit mort. Ensuite, elle a ri, et puis elle a raccroché. » Il y eut un instant de silence stupéfait, avant que Paula Anderson ne presse ses mains sur ses oreilles et ne se mette à crier. Anne n'avait jamais douté, du moins au début, que Bobby viendrait à l'enterrement. Anne avait décidé qu'elle y viendrait, et il en serait ainsi. Anne obtenait toujours ce qu'elle voulait. C'est ce qui rendait le monde si beau pour elle, et c'était ainsi que les choses devaient être. Quand Roberta viendrait, elle aurait à s'expliquer sur le mensonge d'Anne, non pas devant leur mère, qui serait trop pathétiquement heureuse de la voir pour y faire allusion, et même probablement pour s'en souvenir, mais certainement devant l'un des oncles irlandais. Bobby nierait, alors l'oncle irlandais laisserait probablement tomber, sauf si l'oncle irlandais était très ivre, ce qui n'était jamais un mauvais pari à prendre avec les frères de maman, mais tous se souviendraient de la déclaration d'Anne et pas des dénégations de Bobby. C'était bien, très bien même, mais pas suffisant. Il était temps, plus que temps, que Roberta revienne à la maison, pas seulement pour l'enterrement, mais pour de bon. Elle y veillerait. Faites confiance à Sœurette. Cette nuit-là, au Cityscape, le sommeil eut quelque mal à emporter Anne, en partie parce qu'elle dormait dans un lit étranger, et en partie à cause du murmure des téléviseurs des autres chambres, qui ne lui permettait pas d'oublier qu'elle était entourée d'autres gens, qu'elle n'était qu'une abeille parmi d'autres, essayant de dormir dans un de ces alvéoles carrés et non hexagonaux de cette ruche bourdonnante, en partie parce qu'elle savait que le lendemain, elle aurait une dure journée. Mais ce qui l'empêchait de dormir, c'était surtout sa rage rentrée depuis qu'on l'avait contrariée. C'était là ce qu'elle haïssait par-dessus tout. Le reste n'était que petite gêne sans importance. Bobby l'avait contrariée. Jusqu'à présent, elle avait réussi à se dérober, à lui échapper complètement, ce qui avait rendu indispensable ce voyage stupide, alors que régnait ce que les météorologues appelaient la pire vague de chaleur qu'ait connue la Nouvelle-Angleterre depuis 1974. Une heure après avoir menti à sa mère et à ses tantes et oncles irlandais au sujet de Bobby, elle avait à nouveau essayé de téléphoner des pompes funèbres cette fois. Sa mère était depuis longtemps rentrée à la maison, soutenue par sa sœur Betty, et Anne supposait qu'elle était en train de boire ce Bordeaux dégueulasse qu'elle et cette conne aimaient tant, en train de gémir sur le mort pendant qu'elle se peintait. Elle n'obtint rien de mieux que le son de sirène. Elle passa par l'opératrice et signala que la ligne était en dérangement. « Je veux que vous vérifiez et que vous trouviez la panne et que vous veilliez à ce qu'elle soit réparée, » dit Anne. « Il y a eu un décès dans la famille et il faut que je joigne ma sœur dès que possible. »« Bien, madame, » répondit l'opératrice. « Pouvez-vous me donner votre numéro ?»« Non, j'appelle des pompes funèbres. Je vais choisir un cercueil pour mon père et aller me coucher. Je rappellerai demain matin. Assurez-vous que je pourrai joindre ce numéro à ce moment-là, très cher. » Elle raccrocha et se tourna vers l'employé des pompes funèbres. « Une boîte en pain, dit-elle, la moins chère que vous ayez. »« Mais, mademoiselle Anderson, répondit l'employé, je suis certain que vous préféreriez réfléchir.
Non, je ne veux réfléchir à rien, aboya Anne, qui sentait les pulsations prémonitoires signalant le début de l'une de ses fréquentes migraines. Je prends la boîte en pain, la moins chère que vous ayez, et je fous le camp d'ici. Ça pue la mort. Mais, tenta l'employé, stupéfait, mais est-ce que vous ne voulez pas voir Oh, je verrai quand il sera dedans, dit Anne, en sortant son carnet de chèques de son sac. C'est combien? Le lendemain matin, le téléphone de Bobby fonctionnait, mais personne ne répondit. Il sonna en vain toute la journée, et Anne s'énerva de plus en plus. Vers 4 heures de l'après-midi, en pleine heure de pointe des visites de condoléances dans la pièce adjacente, elle avait appelé les renseignements et déclaré à l'opératrice qu'elle voulait le numéro du poste de police de Haven. « C'est que il n'y a pas de poste de police à Haven, mais nous avons le numéro du constable. Est-ce que ça... oui, donnez-le-moi. » L'opératrice s'exécuta. Anne appela. Le téléphone sonna. La sonnerie était exactement semblable à celle qu'elle entendait quand elle appelait la maison où son insignifiante sœur se cachait depuis 13 ans environ. On aurait presque pu croire que c'était le même appareil qui sonnait. Elle nourrit un instant cette idée avant de l'écarter. Consacrer ne serait-ce qu'un moment à ce genre de pensée paranoïaque lui ressemblait si peu que cela la rendit encore plus furieuse. Si la sonnerie avait le même timbre, c'était parce que leur petite compagnie du téléphone merdique du fond des bois distribuait le même type d'équipement dans tout le village. « Est-ce que tu l'as eu » demanda timidement Paula en passant la tête dans l'entrebâillement de la porte. « Non, elle ne répond pas. Le constable ne répond pas. J'ai l'impression que tout ce foutu village est parti pour les Bermudes, nom de Dieu !» s'exclama-t-elle en soufflant sur une boucle de cheveux qui s'était collée à son front en nage. « Mais peut-être que si tu appelais des amis à elle, suggéra Paula. « Quels amis? Cet ivrogne avec qui elle traîne ?»« Serette, tu ne sais pas. »« Oh, je sais qui a répondu au téléphone la seule fois où on a décroché, répliqua-t-elle méchamment. « Avec ce que j'ai connu dans cette famille, je sais très bien si un homme est ivre, rien qu'au son de sa voix. » Sa mère ne répondit rien. Elle était réduite à un silence tremblant et mouillé de larmes, une main tenant le col de sa robe noire, et c'était exactement comme ça qu'Anne aimait la voir. « Non, il est là, et ils savent tous deux que j'essaye de les appeler. Et pourquoi? Et ils vont regretter de s'être foutus de moi. »« Serette, j'aimerais vraiment que tu n'emploies pas un tel langue... »« Oh, ta gueule !» hurla Anne. Sa mère se tut, naturellement. Anne reprit le combiné. Cette fois, quand elle eut composé le numéro des renseignements, elle demanda le numéro du maire de Haven. Il n'avait rien de tel non plus dans ce bled. Mais il existait un type qui portait le titre d'administrateur, ou Dieu sait quoi. Petit claquement étouffé, grattement de griffes de rat sur une plaque de verre, l'opératrice recherchait le numéro sur l'écran de son ordinateur. Paula Anderson s'était enfuie. De la pièce voisine parvenaient à Anne les sanglots et les gémissements théâtraux du deuil irlandais. Comme un V2, se dit Anne, les veillées funèbres irlandaises marchent elles aussi au carburant liquide, et dans les deux cas, le liquide est le même. Anne ferma les yeux. Sa tête la faisait souffrir. Elle grinça des dents, ce qui produisit un goût métallique et amer. Elle ferma les yeux et imagina comme ce serait bon, comme ce serait merveilleux de pratiquer un peu de chirurgie esthétique avec ses ongles sur le visage de Bobby. « Êtes-vous toujours là, très cher ?» demanda-t-elle sans ouvrir les yeux. « Ou bien êtes-vous soudain parti aux toilettes ?»« Oui, j'ai un... Donnez-le-moi. » Mais l'opératrice était partie. Un robot récita un numéro d'une curieuse voix heurtée et saccadée. Anne le composa. Elle s'attendait à n'obtenir aucune réponse, mais on décrocha rapidement. Newt Beringer à l'appareil. « Ah, ça fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un. Je m'appelle Anne Anderson, je vous appelle d'Utica, dans l'État de New York. J'ai tenté de joindre votre constable, mais apparemment il est parti à la pêche. »« Il s'agit d'une dame, mademoiselle Anderson, dit Beringer d'une voix calme, et elle est morte accidentellement le mois dernier et n'a pas encore été remplacée. Elle ne le sera probablement pas avant la prochaine assemblée municipale. » Cela n'arrêta Anne qu'un instant. Autre chose l'intéressait davantage dans ce qu'elle venait d'entendre. « Mademoiselle Anderson ? Mais comment savez-vous que je suis une demoiselle, monsieur Beringer ? » « Vous n'êtes pas la sœur de Bobby ? Répondit immédiatement Beringer. « Dans ce cas, si vous étiez mariée, vous ne vous appelleriez pas Anderson, n'est-ce pas ? Alors, vous connaissez Bobby ? » À Haven, tout le monde connaît Bobby, mademoiselle Anderson. C'est notre célébrité locale, et nous sommes très fiers d'elle. Cette déclaration traversa la cervelle d'Anne comme un éclat de verre. Notre célébrité locale. Oh, doux Jésus. Parfait.
J'essaye de la joindre au moyen de ce que vous appelez un téléphone dans vos riantes campagnes, pour lui dire que son père est mort hier et qu'il va être enterré demain. Puisque cet officiel sans visage connaissait Bobby, Anne s'attendait à quelques réactions conventionnelles de sa part, mais il n'en eut aucune. On a des ennuis avec les lignes par chez elle, se contenta-t-il d'expliquer. Anne fut à nouveau momentanément désarçonnée. Très momentanément, Anne ne restait jamais désarçonnée bien longtemps. La conversation ne progressait pas comme elle s'y était attendue. Les réponses de l'homme étaient un peu étranges, trop réservées, même pour un Yankee. Elle essaya de se le représenter, mais n'y parvint pas. Il y avait quelque chose de curieux dans sa voix. « Est-ce que vous pourriez obtenir qu'elle me rappelle ? Notre mère pleure toutes les larmes de son corps dans la pièce à côté. Elle est effondrée. Et si Roberta n'arrive pas à temps pour l'enterrement, je crois qu'elle ne s'en remettra jamais. » « Oh, je ne peux pas la forcer à vous rappeler, mademoiselle Anderson. Vous le comprenez bien, répondit Beringer d'une voix lente, particulièrement crispante. C'est une adulte, mais je peux en tout cas lui transmettre le message. Je pourrais vous donner mon numéro, dit Anne entre ses dents serrées. On est toujours au même endroit, mais elle appelle si rarement ces temps-ci qu'elle l'a peut-être oublié. C'est le... Oh, inutile, interrompit Beringer. Si elle ne s'en souvient pas, ou si elle ne l'a pas écrit quelque part, elle demandera au renseignement. C'est bien comme ça que vous avez eu le mien, non ? Anne détestait le téléphone, parce qu'il ne laissait passer qu'une fraction de toute la force de sa personnalité. Elle se dit que jamais elle ne l'avait autant haï qu'à ce moment-là. « Écoutez, cria-t-elle, je ne crois pas que vous compreniez que... »« Oh, je crois que si, dit Beringer, l'interrompant pour la deuxième fois en moins de 3 minutes de conversation. J'irai la voir avant le dîner. Merci de votre appel, mademoiselle Anderson. Écoutez, monsieur... » Mais avant qu'elle ne pût continuer, il fit ce qu'elle haïssait le plus. Anne raccrocha, imaginant quelle joie elle éprouverait à regarder le connard auquel elle venait de parler se faire dévorer vivant par des chiens sauvages. Elle grinçait furieusement des dents. Bobby ne la rappela pas cet après-midi-là, ni au début de la soirée, alors que le V2 de la veillée funèbre entrait dans l'alcoolosphère, ni plus tard, quand il se mit sur orbite, ni dans les 2 heures qui suivirent minuit, alors que les derniers pleureurs, les yeux chassieux, titubaient jusqu'à leur voiture, avec laquelle ils allaient mettre en péril la vie d'autres conducteurs en rentrant chez eux. Dans son lit, Anne resta presque toute la nuit raide comme une baguette et les yeux grands ouverts, reliée à sa poudre d'amphétamine comme une bombe à son détonateur, grinçant des dents quand elle ne s'enfonçait pas les ongles dans les paumes, tirant les plans de sa revanche. « Tu vas revenir, Bobby, oh oui, tu vas revenir, et quand tu reviendras !» Mais comme le soir suivant, Bobby n'avait toujours pas appelé, Anne repoussa l'enterrement, en dépit des faibles gémissements de sa mère, qui pensait que ce n'était pas correct. Finalement, Anne se retourna brusquement vers elle et lâcha. « C'est moi qui décide ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Il serait correct que cette petite putain soit ici, et elle n'a même pas pris la peine d'appeler. Fiche-moi la paix !» Sa mère s'éclipsa furtivement. Cette nuit-là, Anne essaya de nouveau de téléphoner à Bobby, puis au bureau de l'administrateur du village. Au premier numéro, le bruit de sirène était revenu. Au second, elle tomba sur un répondeur. Elle attendit patiemment le signal sonore et dit « C'est à nouveau la sœur de Bobby, monsieur Beringer, qui vous souhaite cordialement d'être atteint de syphilis, qui ne sera pas diagnostiquée avant que votre nez tombe et que vos couilles deviennent toutes noires. » Elle rappela les renseignements et demanda 3 numéros à Haven. Le numéro personnel de Newt Beringer, celui d'un Smith, n'importe quel Smith, ma chère, ils sont tous parents à Haven, et celui d'un Brown. En vertu de l'ordre alphabétique, le numéro qu'on lui indiqua en réponse à cette dernière demande fut celui de Briand. À chaque numéro, seul le hurlement de la sirène lui répondit. « Merde !» cria Anne, et elle jeta le téléphone contre le mur. À l'étage, dans son lit, sa mère tremblait et espérait que Bobby ne viendrait pas. Du moins pas tant que Anne ne serait pas de meilleure humeur. Elle avait encore repoussé l'enterrement d'un jour. Les parents commençaient à grommeler, mais Anne s'en moquait complètement, merci. Le directeur des pompes funèbres la dévisagea et décida que le vieil Irlandais pouvait bien pourrir dans sa boîte de pain, il ne s'en mêlerait pas. Si Anne, qui passa toute la journée au téléphone, l'avait entendu raisonner, elle l'aurait félicité de cette sage décision. Sa fureur renversait toutes les bornes jamais atteintes. Maintenant, tous les téléphones de Haven semblaient en dérangement. Elle ne pouvait reporter encore l'enterrement, et elle le savait. Bobby avait gagné cette bataille, d'accord, qu'il en soit ainsi, mais elle n'avait pas gagné la guerre, oh non. Et si elle le croyait, la pauvre garce ne savait pas ce qui l'attendait, rien que de très douloureuses nouvelles.
Anne acheta les billets d'avion avec colère mais confiance. Un New York-Bangor et 2 Bangor-New York. Elle devait prendre l'avion pour Bangor le lendemain. C'était la date indiquée sur son billet. Mais son idiote de mère était tombée dans les escaliers et s'était cassé le col du fémur. Sin Okazé a dit un jour que vivre avec des Irlandais, c'est participer continuellement à une fête des fous. Et comme il avait raison. Les cris de sa mère parvinrent à Anne dans la cour, où, sur une chaise longue, elle prenait le soleil et peaufinait sa stratégie pour garder Bobby à Utica une fois qu'elle l'aurait ramené. Sa mère était étendue au pied de l'étroit escalier, la jambe pliée selon un angle monstrueux, et Anne se dit tout d'abord qu'elle laisserait bien cette stupide vieille bique par terre jusqu'à ce que l'effet anesthésiant du Bordeaux se dissipe. La nouvelle veuve sentait l'outre à vin. Folle de rage et de déception, Anne comprit qu'il lui fallait modifier tous ses projets, et elle se demanda même si sa mère n'avait pas eu cet accident à dessein, si elle ne s'était pas saoulée pour se donner du courage, et si, loin de tomber, elle ne s'était pas jetée dans l'escalier. Hein, pourquoi pas? Pour protéger Bobby, bien sûr. Mais tu n'y arriveras pas, s'était dit Anne en gagnant le téléphone. Tu n'y arriveras pas. Quand je veux quelque chose, quand j'ai décidé quelque chose, cette chose arrive. Je vais aller à Haven, et là-bas, tout renverser sur mon passage. Je vais ramener Bobby, et ils se souviendront de moi très longtemps. Surtout ce pecno prétentiard qui m'a raccroché au nez. Elle saisit le combiné, et d'un doigt rapide, irrité et crochu, appela le SAMU, dont le numéro était collé sur le téléphone depuis la première attaque de son père. Elle grinçait des dents. Anne ne put donc partir avant le 9 août, et Bobby n'appela pas. Anne n'essaya plus de la joindre, ni son enculé d'alcoolique de Troyes, ni ce connard d'administrateur. Il semblait que le poivreau s'était installé chez Bobby pour pouvoir baiser à plein temps. Bien. Qu'ils croient tous deux qu'elle avait renoncé, c'était parfait. Et elle était à l'hôtel Cityscape de Bangor où elle dormait mal, en grinçant des dents. Elle avait toujours grincé des dents, si fort parfois qu'elle réveillait sa mère et même son père qui avait un sommeil de plomb. Sa mère avait signalé ce phénomène au médecin de famille quand Anne avait 3 ans. Ce cher docteur, un vénérable généraliste du nord de l'État de New York, avec qui le docteur Warwick aurait eu beaucoup d'affinité, parut surpris. Il réfléchit un moment, puis il dit « Je pense que vous devez vous tromper, madame Anderson. »« Alors, c'est contagieux, » avait répondu Paula. « Mon mari l'entend, lui aussi. » Ils avaient regardé Anne, occupée à monter une tour de cube. Elle travaillait avec une sombre concentration, sans un sourire. Alors qu'elle posait le 6e cube, la tour s'effondra, et elle recommença son travail. Alors, ils entendirent tous deux Anne grincer des dents, ses petites dents de lait. « Et elle le fait aussi en dormant ?» avait demandé le docteur. Paula avait hoché de la tête. « Oh, ça lui passera sûrement » avait assuré le docteur. « C'est sans danger. » Mais naturellement, ça ne lui passa jamais, et ce n'était pas sans danger. C'était une maladie appelée bruxisme, qui, comme les crises cardiaques, les attaques d'apoplexie et les ulcères, affecte souvent les gens énergiques et sûrs d'eux. La première dent de lait qu'Anne perdit était incroyablement érodée. Ses parents le remarquèrent, puis oublièrent. Déjà, à cette époque, la personnalité d'Anne s'affirmait par d'autres biais beaucoup plus voyants et étonnants. À 6 ans et demi, elle avait déjà une façon indéfinissable de diriger la famille Anderson, et ils s'étaient tous habitués au grincement ténu, mais assez effrayant, des dents d'Anne dans la nuit. Quand Anne eut 9 ans, le dentiste de la famille remarqua que le problème ne se réglait pas, il empirait même. Mais il ne s'y attaqua pas avant que Anne ait 15 ans, et que son habitude commence à lui occasionner des douleurs insupportables. Elle avait érodé ses dents jusqu'aux nerfs. Le dentiste l'équipa d'un appareil dentaire de protection en caoutchouc qui venait s'interposer entre ses dents et qu'elle mettait la nuit, puis d'un appareil semblable en matière acrylique. Quand elle eut 18 ans, on couronna presque toutes ses dents, tant supérieures qu'inférieures. Les Anderson ne pouvaient guère financer une telle opération, mais Anne insista. C'était de leur faute si le problème n'avait pas été résolu plus tôt, et elle n'était pas disposée à laisser son radin de père lui dire, le jour de sa majorité, « Oh, tu es adulte maintenant, Anne, c'est ton problème. Si tu veux tes couronnes, tu te les paies. » Et elle voulait de l'or, mais c'était vraiment trop cher pour eux. Après ça, pendant des années, les rares sourires d'Anne possédèrent un très étonnant aspect rutilant et mécanique. Les gens craignaient souvent ce sourire, et elle se réjouissait de ses réactions. Et quand elle avait vu le grand méchant dans un James Bond, elle avait ri à s'en faire éclater la rate, au point que cette explosion de joie, tout à fait inhabituelle pour elle, l'avait étourdie et presque rendue malade. Quand le géant avait découvert pour la première fois ses dents d'acier dans un sourire de requin,
Elle avait compris pourquoi elle effrayait les gens, et regrettait d'avoir fait recouvrir le métal d'une jaquette de porcelaine. Elle se dit pourtant qu'il valait peut-être mieux ne pas se dévoiler aussi franchement. Il était aussi peu avisé d'étaler sa personnalité dans sa bouche que de porter son cœur en écharpe. Peut-être n'est-il pas indispensable de montrer qu'on peut se creuser son chemin avec les dents à travers une porte de chêne massif, tant qu'on sait qu'on peut le faire. Indépendamment de son bruxisme, Anne avait eu également de nombreuses caries, aussi bien quand elle était enfant qu'à l'âge adulte, en dépit de l'eau fluorée d'Utica et de la très stricte hygiène buccale qu'elle observait. Il lui arrivait de se brosser les dents jusqu'à faire saigner ses gencives. Il s'agissait, là encore, davantage d'un révélateur de sa personnalité que d'un problème physiologique. La volonté et le besoin de domination affectent à la fois les parties les plus fragiles du corps humain, l'estomac et les organes vitaux, et les plus dures, les dents. Anne avait toujours la bouche sèche, sa langue était presque blanche, ses dents constituaient des petites îles arides. Sans un flot continu de salive pour laver les restes de nourriture, les caries se forment rapidement. En cette nuit où elle dormait d'un sommeil agité à Bangor, Anne avait plus de 340 grammes de plombage dans la bouche. À l'occasion, il arrivait qu'elle déclenche l'alarme des détecteurs de métaux dans les aéroports. Ces 2 dernières années, elle avait commencé à perdre des dents en dépit de ses efforts fanatiques pour les sauver. 2 en haut à droite, 3 en bas à gauche. Dans les 2 cas, elle avait opté pour les prothèses les plus chères du marché et elle avait fait exécuter le travail à New York. Le chirurgien avait retiré les racines pourries, incisé ses gencives jusqu'à l'os blanc de la mâchoire et implanté des petites vis de titane. Les gencives recousues s'étaient bien cicatrisées. L'os de certaines personnes rejette les implants de métal, mais la mâchoire d'Anne Anderson accueillit le titane sans aucun mal, ne laissant apparaître que 2 plots pointus. Les dents artificielles avaient été fixées sur ces encres de métal après cicatrisation complète de la gencive. Elle n'avait pas autant de métal dans la tête que garde. La plaque de garde déclenchait toujours l'alarme des détecteurs de métaux dans les aéroports, mais elle en avait beaucoup. Elle passa donc sa mauvaise nuit sans savoir qu'elle était membre d'un club extrêmement fermé, celui des gens qui pouvaient entrer dans le nouveau Haven amélioré avec une petite chance de survie. Elle partit pour Haven dans sa voiture de location à 8 heures le lendemain matin. Elle se trompa de route une fois, mais arriva tout de même à la limite entre Troyes et Haven à 9h30. Elle s'était éveillée aussi nerveuse et trépignante qu'un pur sang dansant devant le starting gate. Mais au cours des 20 ou 30 kilomètres la séparant de la commune de Haven, entourée de terres presque vides, de champs mûrs à point dans la chaleur étouffante de l'été, elle sentit que se retirait d'elle ce merveilleux sentiment d'anticipation qui la faisait se sentir à un fil de ce à quoi elle s'était préparée. Elle commença à avoir mal à la tête. Au début, elle ne ressentit que de petites pulsations, mais elles s'enflèrent rapidement pour se transformer en ces coups lourds et répétés, typiques de l'approche de ses migraines. Elle entra dans la commune de Haven. À son arrivée au village, elle ne s'accrochait plus au volant que par la force de sa volonté. Ses maux de tête allaient et venaient en vagues nauséeuses. Une fois, elle crut entendre un éclat de musique hideusement déformé sortant de sa bouche, mais c'était sûrement le fait de son imagination, un corollaire de ses maux de tête. Elle avait vaguement conscience que des gens marchaient dans la rue du petit village, mais pas qu'ils se retournaient tous sur son passage pour la regarder, puis se regarder entre eux. Elle entendait une machine au travail dans les bois, un son lointain et presque onirique. Sa voiture se mit à zigzaguer sur la route déserte. Elle vit double, triple, puis les images se rassemblèrent péniblement avant de se dédoubler à nouveau. Du sang commença de soudre aux commissures de ses lèvres, mais elle ne le remarqua pas. Elle s'accrochait à une pensée unique. C'est sur cette route, la route numéro 9, et son nom sera sur la boîte aux lettres. C'est sur cette route, la route numéro 9, et son nom sera sur la boîte aux lettres. C'est sur cette route... La route était déserte, Dieu merci. Haven dormait dans le soleil du matin. 90% du trafic avait été détourné maintenant, et c'était une bonne chose pour Anne, dont la voiture déviait et zigzaguait, ses roues arrachant tantôt la terre du bas-côté gauche, tantôt celle du bas-côté droit. Elle renversa sans même s'en rendre compte un panneau de signalisation. Le jeune Ashley Ruval la vit arriver et mit prudemment sa bicyclette à l'abri à bonne distance de la route, sur le pâturage nord de Justin Heard, jusqu'à ce qu'elle soit passée. « Une dame! Il y a une dame! Et je ne peux rien entendre d'autre que sa douleur !» 100 voix lui répondirent et le rassurèrent. « Oui, on sait, Ashley, ça va, chut, chut !» Ashley sourit, exposant ses gencives roses de bébé. L'estomac d'Anne se révolta.
Sans savoir comment, elle parvint à se garer, à arrêter le moteur et à ouvrir la porte de la voiture, juste avant de restituer la totalité de son petit déjeuner. Elle resta ainsi un moment, les avant-bras sur la fenêtre ouverte de la porte, penchée de guingois vers l'extérieur, sa conscience réduite à une faible étincelle qu'elle ne maintenait allumée qu'à force de volonté. Elle réussit finalement à se redresser et à refermer la porte. Elle se dit de façon brumeuse et confuse que ce devait être à cause du petit déjeuner. Les migraines, elle savait ce que c'était, mais elle ne vomissait presque jamais. Le petit déjeuner au restaurant de ce nid de cloporte, qui prétendait être le meilleur hôtel de Bangor, oui, ces salauds l'avaient empoisonné. Peut-être que je suis en train de mourir. Oh mon Dieu, oui, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. Mais si je ne meurs pas, je les traînerai en justice jusqu'à la Cour suprême. Si je survis, je m'arrangerai pour qu'ils regrettent que leur mère ait jamais rencontré leur père. C'est peut-être cette idée tonifiante qui lui donna l'énergie de remettre la voiture en marche. Elle se traîna à 50 à l'heure, cherchant une boîte aux lettres portant le nom d'Anderson. Il lui vint alors une idée terrible. Et si Bobby avait effacé son nom de la boîte? Ce n'était pas si invraisemblable en y réfléchissant bien. Elle craignait sûrement que Sorette ne rapplique. Cette petite connasse écervelée avait toujours eu peur d'elle. Anne n'était pas en état de s'arrêter à chaque ferme pour demander où trouver Bobby. De toute façon, elle ne pouvait guère attendre de ces pecnos qu'ils l'aident. Ils étaient tous du même acabit que cette Anne auquel elle avait parlé au téléphone. Pourtant si, une boîte portait son nom, R. Anderson. Et derrière, Anne découvrit une maison qu'elle n'avait jamais vue qu'en photo, celle de l'oncle Frank, la ferme du vieux Garrick. Un pick-up bleu était garé dans l'allée. C'était bien l'endroit, mais la lumière n'était pas la bonne. Anne s'en rendit clairement compte pour la première fois en approchant de l'allée. Au lieu d'éprouver le sentiment de triomphe auquel elle s'était attendue, le triomphe d'un prédateur qui a finalement réussi à plaquer au sol sa proie en fuite, elle ne ressentait que de la confusion, de l'incertitude, et bien qu'elle ne s'en rendît pas vraiment compte, parce que cela lui était trop étranger, un léger chatouillement de peur. La lumière n'était pas la bonne. Quand elle en prit conscience, d'autres constatations se succédèrent rapidement dans son esprit. Elle avait le cou raide, des cercles de sueur fonçaient sa robe sous ses bras. Sa main vola jusqu'à son entrejambe. Elle y détecta une trace d'humidité presque sèche et sentit une légère odeur d'ammoniac dans la voiture. L'odeur flottait déjà depuis un certain temps, mais sa conscience venait seulement de trébucher dessus. « J'ai pissé dans ma culotte. J'ai pissé dans ma culotte et je suis resté assez longtemps dans cette foutue voiture pour que ce soit presque sec. Mais la lumière, Anne. Oui, la lumière n'était pas la bonne. C'était une lumière de crépuscule. Mais non, il est 9h30 du matin. Mais c'était une lumière de crépuscule. Impossible de le nier. Elle s'était sentie mieux après avoir vomi, oui, et elle comprit soudain pourquoi. Elle l'avait toujours su, en fait, mais elle attendait seulement de le remarquer, comme les taches de sueur sous les manches de sa robe, ou cette légère odeur d'urine séchée. Elle s'était sentie mieux parce que le temps qui s'était écoulé entre le moment où elle avait refermé la portière et celui où elle avait effectivement fait redémarrer la voiture ne s'était pas compté en secondes ni en minutes, mais en heures. Elle avait passé toute cette journée d'été à la chaleur brutale dans le four que constituait sa voiture. Elle était restée dans un état de stupeur proche de la mort, et si, quand elle avait arrêté la cutelasse, elle avait eu toutes les fenêtres de la voiture fermées pour se rafraîchir à l'air conditionné, elle aurait cuit comme une dinde de Noël. Mais ses sinus étaient aussi secs que ses dents, et l'air conditionné des voitures les irritait. Ce problème physiologique, se dit-elle soudain, en regardant la vieille ferme de ses yeux grands ouverts et injectés de sang, lui avait probablement sauvé la vie, et elle avait roulé avec les 4 fenêtres ouvertes. Sinon... Elle en vint à une autre idée. Elle avait passé la journée dans un état de stupeur proche de la mort, garée sur le bas-côté de la route, et personne ne s'était arrêté pour voir ce qu'elle avait. Que personne ne soit passé sur la grande route numéro 9 pendant toutes les heures qui s'étaient écoulées depuis 9h30 du matin lui paraissait impossible à accepter, même en pleine Cambrousse. Et à Cambrousseville, quand on voit que vous avez des ennuis, on ne se contente pas de mettre la pédale au plancher et de continuer sa route, comme des New-Yorkais marchant sur un ivrogne. Mais quelle sorte de village est-ce donc ici? Ce chatouillement inhabituel à nouveau, comme de l'acide chaud dans son estomac. Cette fois, elle identifia cette sensation. C'était de la peur. Anne la saisit, lui tordit le cou et la tua. Son frère pointerait peut-être son nez plus tard, mais dans ce cas, elle le tuerait aussi, et tous les frères et sœurs qui suivraient. Elle entra dans la cour. Anne n'avait rencontré Jim Gardiner que 2 fois, mais elle n'oubliait jamais un visage.
Pourtant, elle reconnut à peine le grand poète, mais elle se dit qu'une brise, même modérée, aurait pu lui apporter son odeur à 40 mètres. Il était assis sur le porche, vêtu d'un débardeur et d'un blue jean, une bouteille de scotch ouverte à la main. Sa barbe de 3 ou 4 jours était presque grise et ses yeux injectés de sang. Anne ne le savait pas et s'en serait moquée, mais Gardiner était plus ou moins dans cet état depuis 2 jours. Il avait balancé toutes ses nobles résolutions en trouvant les poils de chien sur la robe de Bobby. Il regarda la voiture entrer dans la cour, ratant de peu la boîte aux lettres, avec des yeux d'ivrogne que rien ne peut surprendre. Une femme en sortit, tituba et s'accrocha une minute à la porte ouverte. « Oh là là !» pensa Gardiner. « C'est un oiseau. Non, c'est un avion. Non, c'est une super salope, plus rapide qu'une lettre de haine, capable d'atteindre d'un seul bond les membres récalcitrants de la famille. » Anne claqua la porte. Elle resta immobile un instant, dominant son ombre allongée au sol, et Gardiner eut une étrange impression de déjà-vu. Elle ressemblait à Ron Cummings, quand Ron était plein comme une outre et se demandait s'il pouvait traverser la pièce. Anne traversa la cour, s'appuyant d'une main tout le long du pick-up de Bobby. Arrivée au bout du véhicule, elle s'accrocha immédiatement à la rampe du porche. Elle leva les yeux, et dans la lumière horizontale du soir, Gardiner se dit qu'elle paraissait à la fois vieille et sans âge. Elle avait aussi l'air méchant. Teint jaune, yeux cernés de noir, son énorme dose de méchanceté l'épuisait et la dévorait en même temps. Gardiner leva sa bouteille, but, eut un haut le cœur quand l'alcool le brûla. Il tendit ensuite la bouteille en direction d'Anne. « Salut, sœurette. Bienvenue à Haven. Maintenant que je t'ai tout dit, je te suggère de repartir aussi vite que tu le pourras. » Elle monta sans dommage les 2 premières marches, puis trébucha et tomba à genoux. Gardiner lui tendit la main, elle l'ignora. « Où est Bobby ?»« Oh, ça n'a pas l'air d'aller, » dit Garde. « Haven produit ce genre d'effet sur les gens ces temps derniers. »« Mais je vais très bien. Où est-elle » dit-elle en atteignant enfin le porche, où elle le toisa, hors d'haleine. Gardiner montra la maison d'un signe de tête. Un chuintement d'eau leur parvenait d'une des fenêtres ouvertes. « Elle se douche. Nous avons travaillé dans le bois toute la journée, et il fait extrêmement chaud. Bobby croit qu'il faut se doucher pour se nettoyer, dit Gardiner en levant à nouveau sa bouteille. Moi, je me contente de désinfectant. C'est plus rapide et plus agréable. Oh, vous puez comme un cochon crevé, remarqua Anne avant de se diriger vers la porte. Même si mon nez est indubitablement moins fin que le vôtre, chérie, vous dégagez vous aussi une odeur délicate mais pénétrante, dit Garde. Comment les Français appelleraient-ils ce parfum si particulier? Eau de pisse? Elle se retourna vers lui et émanant un grondement stupéfait. Les gens, du moins ceux d'Utica, ne lui parlaient pas comme ça, jamais. Mais ils la connaissaient. Le grand poète, lui, l'avait indubitablement jugée à l'aune de son sac à sperme, la célébrité locale de Haven. Et il était ivre. Bon, dit Gardiner, amusé, mais aussi un peu mal à l'aise sous son regard incendiaire. C'est vous qui avez abordé le sujet des arômes. En effet, dit-elle lentement. Peut-être devrions-nous repartir à zéro, dit-il, avec la courtoisie d'un ivrogne. Pour quelle raison? Vous êtes le grand poète, l'ivrogne qui a tiré sur sa femme, et je n'ai rien à vous dire. Je suis venu pour Bobby. Bien envoyé, le coup de sa femme. Elle vit le visage de Garde se figer, sa main se serrer autour du goulot de la bouteille. Il sembla momentanément ne plus savoir où il était. Elle lui décocha un charmant sourire. La vacherie de ce con sur l'eau de pisse avait fait mouche, mais malade ou non, elle se dit qu'elle gagnerait quand même au point. À l'intérieur, on arrêta la douche, et peut-être n'était-ce qu'une intuition, Gardiner sentit clairement que Bobby écoutait. « Vous avez toujours aimé opérer sans anesthésie, dit-il à Anne. J'imagine que jusqu'à maintenant, je n'avais rien subi de plus grave que de la chirurgie exploratoire, hein? C'est possible, dit Anne. Mais pourquoi maintenant, au bout de tant d'années? Pourquoi avez-vous choisi maintenant? Oh, ça ne vous regarde pas, dit-elle. Oh, Bobby me regarde, dit Garde. Il se faisait face. Elle le transperça de ses yeux, attendant qu'il baisse les siens. Il ne le fit pas. Anne se dit soudain que si elle essayait d'entrer dans la maison sans en dire plus, il pourrait s'y opposer physiquement. Ça ne le mènerait pas bien loin, mais il serait peut-être plus simple de répondre à sa question. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire? Je suis venu chercher Bobby pour la ramener à la maison. Silence. Tiens, il n'y a pas de criquet. Laissez-moi vous donner un conseil, sœur Anne. Oh, inutile.
On n'accepte ni les bonbons des étrangers, ni les conseils des ivrognes. Oh, faites exactement ce que je vous ai dit quand vous êtes descendu de voiture. Partez, tout de suite, partez. En ce moment, il ne fait pas bon de traîner par ici. Elle lut dans les yeux de Jim Gardiner quelque chose de désespérément honnête, qui de nouveau lui fit éprouver ce frisson et cette inhabituelle confusion. On l'avait laissée toute la journée inconsciente dans sa voiture, sur le bas-côté de la route. Quelle sorte de gens pouvaient bien agir ainsi? Mais chaque atome de Super Anne se dressa et écrasa ses misérables doutes. Quand elle voulait quelque chose, quand elle l'avait décidé, cela arrivait. Il en avait toujours été ainsi, il en était ainsi, et il en serait toujours ainsi. Alléluia, Amen. D'accord, mon vieux, dit-elle. Vous m'avez donné votre conseil, je vais vous donner le mien. Je vais entrer dans cette cahute, et dans moins de 2 minutes, un gros paquet de merde viendra s'écraser sur le ventilateur. Je vous suggère d'aller vous balader si vous ne voulez pas être éclaboussé. Posez vos fesses sur un rocher quelque part et regardez le soleil se coucher. Branlez-vous ou pondez des vers ou faites tout ce que les grands poètes peuvent faire d'autre quand ils contemplent un coucher de soleil. Mais restez en dehors de ce qui va se passer dans cette maison, quoi qu'il arrive. Il s'agit de Bobby et de moi. Si vous me mettez des bâtons dans les roues, je vous étripe. Ah, Avan, répondit Garde, vous avez beaucoup plus de chances d'être l'étripée que l'étripeuse. Oh, vous me permettrez d'en juger par moi-même, dit Anne en s'approchant de la porte. Gardiner fit une dernière tentative. Anne, Serette, Bobby n'est plus la même, elle... Oh, allez vous promener, Minus, dit Anne en entrant. Les fenêtres étaient ouvertes, mais les rideaux tirés. De temps à autre, une légère brise se levait, aspirant les rideaux dans les ouvertures. Il ressemblait alors aux voiles d'un bateau sur une mer calme, des voiles qui faisaient tout ce qu'elles pouvaient, mais retombaient, flasques. Anne renifla et plissa le nez. Burke, ça sentait la cage à singes. Ça ne l'étonnait pas du grand poète, mais sa sœur avait été mieux élevée que ça. C'était une vraie porcherie ici. Salut, Serette. Elle se retourna. Pendant un instant, Bobby ne fut qu'une silhouette à contre-jour, et Anne sentit son cœur lui monter dans la gorge, parce qu'il y avait quelque chose de curieux dans cette silhouette, quelque chose de totalement faux. Puis elle vit l'auréole blanche du peignoir de sa sœur, entendit l'écoulement de l'eau et comprit que Bobby sortait juste de sa douche. Elle était nue sous son peignoir. Bon, mais le plaisir d'Anne n'était pas aussi complet qu'il aurait dû l'être. Son malaise demeurait, sa sensation qu'il y avait quelque chose de totalement faux dans la forme qui se dessinait dans l'embrasure de la porte. En ce moment, il ne fait pas bon traîner ici. Papa est mort, dit-elle, en plissant les yeux pour mieux voir. En dépit de ses efforts, Bobby restait une silhouette floue à la porte de communication entre le séjour et, supposait Anne, la salle de bain. « Je sais, répondit Bobby. Newt Beringer m'a appelé pour me le dire. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une chose plus fondamentalement différente encore que ce que suggérait vaguement sa silhouette. Anne comprit soudain, elle comprit et ressentit un méchant choc en même temps qu'une forte bouffée de crainte. Bobby n'avait pas l'air effrayé. Pour la première fois de sa vie, Bobby n'avait pas l'air d'avoir peur d'elle. « Et on l'a enterrée sans toi, reprit Anne. Ta mère est comme morte, elle aussi, parce que tu n'es pas venu, Bobby. » Elle attendit que Bobby se défende, mais il n'y eut que le silence. « Pour l'amour de Dieu, sors de là, que je puisse te voir, espèce de lâche. »« Anne, Bobby n'est plus la même. Et elle est tombée dans l'escalier il y a 4 jours, et elle s'est cassé le col du fémur. »« Ah oui ?» demanda Bobby avec indifférence. « Et tu vas revenir à la maison avec moi, Bobby, » dit Anne. Et elle fut soudain atterrée d'entendre sa voix faible et aiguë, alors qu'elle voulait montrer sa force. « C'est grâce à tes dents que tu as pu entrer, » dit Bobby. « Oui, naturellement, j'aurais dû y penser. »« Mais Bobby, sors de là, que je puisse te voir. »« Tu le veux vraiment ?» demanda Bobby, d'une voix qui avait pris une étrange intonation ironique. « Je me demande... »« Arrête de te foutre de moi, Bobby !» explosa Anne d'une voix vacillante. « Écoute-moi ça, » reprit Bobby. « Je n'aurais jamais cru que j'entendrais ça de toi, Anne. Après toutes ces années où tu t'es foutu de moi, de nous tous. Mais d'accord, si tu insistes. Si tu insistes, c'est parfait. » Anne ne voulait plus voir. Soudain, elle ne voulait plus que fuir, courir loin de cet endroit plein d'ombre, de ce village où on vous laissait évanoui toute une journée au bord de la route. Mais il était trop tard. Elle distingua un mouvement de la main de sa jeune sœur, et la lumière s'alluma juste au moment où le peignoir tombait sur le sol avec un bruit soyeux. La douche avait enlevé le fond de teint. Toute la tête et le cou de Bobby étaient transparents et semblables à de la gelée.
Sa poitrine, enflée et boursouflée vers l'avant, semblait se fondre en une unique protubérance de chair sans téton. Anne pouvait apercevoir dans le ventre de Bobby de petits organes qui ne ressemblaient pas du tout à des organes humains. Un liquide y circulait, mais on aurait dit qu'il était vert. Derrière le front de Bobby, elle distinguait la masse frémissante du cerveau. Bobby lui offrit son sourire sans dents. « Bienvenue à Haven, Anne, dit-elle. Anne se sentit faire un pas en arrière, comme dans un rêve spongieux. Elle tenta de crier, mais l'air ne passait pas. Entre les jambes de Bobby, un grotesque foisonnement de tentacules ressemblant à des algues sortait en ondulant de son vagin, ou de l'endroit où se trouvait son vagin, en tout cas. Anne ne pouvait savoir s'il était toujours là ou non, et s'en moquait. La vallée profonde qui avait remplacé le sexe de Bobby suffisait. Ça, et la façon dont les tentacules semblaient pointer vers elle, tenter de l'atteindre. Nu, Bobby s'avança vers elle. Anne tenta de reculer et se prit les pieds dans un tabouret. « Non !» murmura-t-elle, tentant de s'échapper en rampant. « Non, Bobby, non !»« Ça fait plaisir de t'avoir ici, dit Bobby, sans se départir de son sourire. Je ne comptais pas sur toi, pas du tout, mais je crois qu'on pourra te trouver un boulot. Il reste encore des postes à pourvoir, comme on dit. Bobby !» Elle parvint à émettre ce dernier murmure terrifié avant de sentir les tentacules tâter légèrement son corps. Elle sursauta, tenta de s'échapper, mais les tentacules s'enroulèrent autour de ses poignets, les hanches de Bobby se projetant en avant en un mouvement qui ressemblait à une obscène parodie de copulation. Gardiner suivit le conseil d'Anne et partit se promener. En fait, il alla jusqu'au vaisseau dans le bois. C'était la première fois qu'il s'y rendait seul et à la tombée de la nuit. Il ressentit une légère crainte, comme un enfant qui passerait près d'une maison hantée. Est-ce qu'il y a des fantômes là-dedans? Des fantômes d'anciens Tommy Knockers? Ou bien est-ce que les vrais Tommy Knockers sont encore là, en personne, peut-être en état de vie suspendu, des êtres ressemblant à du café lyophilisé qui n'attend que de se réhydrater? Et puis, qu'était-il au juste? Il s'assit par terre près de l'abri et regarda le vaisseau. Au bout d'un moment, la lune se leva et donna à la surface de métal un reflet plus fantomatique encore. Un lustre argenté, étrange et pourtant très beau. Que se passe-t-il ici? Oh, je ne veux pas le savoir. On ne peut pas clairement le définir. Non, je ne veux pas le savoir. Il leva la bouteille, but une grande gorgée, puis la posa au sol, s'allongea et leva sa tête douloureuse dans ses bras. C'est ainsi qu'il s'endormit, dans les bois, près de la courbe gracieuse du rebord du vaisseau. Il dormit là toute la nuit. Au matin, il trouva 2 dents par terre. C'est tout ce que je gagne à dormir si près, se dit-il dans un demi-sommeil, mais il y avait au moins une compensation. Sa tête ne lui faisait pas du tout mal, alors qu'il avait ingurgité près d'une bouteille de scotch. Il avait déjà remarqué ce phénomène, et mis à part ses autres attributs, le vaisseau, ou la modification de l'atmosphère engendrée par le vaisseau, semblait de très près prémunir contre les cuites. Il ne voulait pas laisser ses dents par terre, comme ça. Cédant à un obscur besoin, il les recouvrit de terre. Ce faisant, il se dit à nouveau « Jouer Hamlet est un luxe que tu ne peux plus t'offrir, garde. Si tu ne t'engages pas d'un côté ou de l'autre très bientôt, demain au plus tard, je crois, tu n'auras plus d'autre choix que de te rallier à eux tous. » Il regarda le vaisseau, pensa au profond ravin qui s'enfonçait sous le flanc doux et intact de l'engin, et se dit à nouveau « On va bientôt arriver à la trappe, s'il y a une trappe. Et ensuite ?» Plutôt que d'essayer de répondre, il prit la direction de la maison. La cutelasse d'Anne était partie. « Où étais-tu la nuit dernière » demanda Bobby à Gardiner. « Oh, j'ai dormi dans les bois. »« Ah, tu t'es vraiment cuité » s'enquit Bobby avec une surprenante gentillesse. Son visage était à nouveau opacifié par le maquillage. Bobby semblait porter des chemises étonnamment amples ces derniers jours, et ce matin, Garde pensa qu'il en avait compris la raison. Sa poitrine s'étoffait. Ses seins commençaient à ne plus former qu'un monticule au lieu de 2. Gardiner pensa au maniaque du culturisme. « Oh, pas vraiment, » répondit Garde. « 1 ou 2 gorgées, et je me suis écroulé. Pas de gueule de bois ce matin. Et aucune piqûre de moustique, dit-il, en levant ses bras brun foncé sur le dessus et d'un blanc étrangement vulnérable en dessous. En d'autres temps, je me serais réveillé tellement dévoré par les moustiques que je n'aurais pas pu ouvrir les yeux. Mais c'est fini tout ça, plus d'oiseaux non plus. En fait, Roberta, il semble que le vaisseau repousse tous sauf les cinglés comme nous. »« As-tu changé d'avis, Garde » demanda Bobby. « Est-ce que tu te rends compte que tu n'arrêtes pas de me poser la même question » dit Garde. «
Tu as entendu les nouvelles à la radio hier, poursuivit-il en voyant qu'elle ne répondait pas. Mais bien sûr que non. Bobby ne voyait ni n'entendait plus rien, ne pensait plus à rien qui ne soit en rapport avec le vaisseau. Il ne fut pas surpris qu'elle hoche la tête. Des troupes se massent en Libye. On se bat encore au Liban, et l'armée américaine est en manœuvre. Les Russes font de plus en plus de foin avec la guerre des étoiles. On est toujours assis sur une poudrière. Ça n'a pas changé du tout depuis 1945. Et puis tu découvres un Deus ex machina dans ta cour. Et maintenant, tu veux sans arrêt savoir si j'ai changé d'avis sur son utilisation. Et as-tu changé d'avis redemanda Bobby. Non, dit Garde, qui ne savait pas vraiment s'il mentait ou non, mais restait très content que Bobby ne puisse lire dans ses pensées. Elle ne le peut pas, t'es sûr? Moi, je crois que si. Pas beaucoup, mais plus qu'il y a un mois. De plus en plus chaque jour. Parce que maintenant, tu évolues, toi aussi. Est-ce que j'ai changé d'avis? Quelle blague! Tu n'es même pas capable d'avoir un avis. Bobby se désintéressa du problème, apparemment, du moins. Elle se tourna vers le tas d'outils rassemblés au coin du porche. Elle avait oublié une plaque de peau juste sous son oreille droite, remarqua Gardener, à l'endroit même que beaucoup d'hommes oublient quand ils se rasent. Garde comprit avec un sentiment de malaise qu'il pouvait voir à travers Bobby. Sa peau avait changé, elle était devenue une sorte de gelée transparente. Bobby s'était épaissi et avait rapetissé ces derniers jours, et les changements s'accéléraient. Mon Dieu, se dit-il horrifié, mais avec une ironie amère, est-ce que c'est ce qui arrive quand on se transforme en Tommy Knocker? On commence à ressembler à quelqu'un qui s'est trouvé pris dans un gros bordel de catastrophe atomique? Bobby, qui était penché sur les outils et les ramassait pour les emporter dans ses bras, se tourna rapidement pour regarder Gardener d'un air circonspect. « Quoi » demanda-t-elle. « J'ai dit, allons-y, flemmarde » émit clairement Gardener, et l'expression intriguée et inquiète du visage de Bobby se transforma en un sourire réticent. « Oui, d'accord. Alors, aide-moi à porter ça, » dit-elle. Non, naturellement, les victimes de rayons gamma ne devenaient pas transparents comme Claude Rains dans L'Homme invisible. Elles ne se mettaient pas à rapetisser, tandis que leur corps se tordait et s'épaississait. Mais oui, elles pouvaient perdre leurs dents, leurs cheveux pouvaient tomber. En d'autres termes, on constatait une sorte d'évolution physique dans les deux cas. Il pensa encore une fois. « Je vous présente le nouveau patron, pareil que l'ancien. » Bobby s'était remise à scruter son visage. « Je suis en train de perdre ma marge de manœuvre. Je la perds très vite. »« Qu'est-ce que tu as dit, garde ?» demanda Bobby. « Non, j'ai dit « Allons-y, patron. » Oui, dit Bobby au bout d'un long moment. La lumière du jour ne durera pas éternellement, ajouta-t-elle. Ils prirent le Tomcat pour gagner les fouilles. Il ne volait pas comme la bicyclette du petit garçon dans E.T. Jamais le tracteur de Bobby ne pourrait s'élever spectaculairement devant la lune, à des dizaines de mètres au-dessus des toits. Mais il évoluait silencieusement à 50 centimètres du sol, ce qui était très pratique. Ses larges roues tournaient lentement, comme des hélices sur le point de s'arrêter. Cela rendait le trajet beaucoup plus agréable. Garde conduisait, Bobby debout derrière, sur le marchepied. « Ta sœur est partie » demanda Garde, sans avoir besoin de crier, tant le moteur du Tomcat ronronnait discrètement. « Oui, dit Bobby, elle est partie. »« Tu n'es toujours pas capable de me mentir, Bobby. Et je crois vraiment que je l'ai entendu crier. Juste avant de m'engager sur le chemin forestier, je crois que je l'ai entendu crier. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une prétentieuse, une pure salope, une castratrice comme Serette pousse un tel cri? Jusqu'où faut-il aller? » Il était facile de répondre à ça. Il fallait aller très loin. « Oh, elle n'a jamais été du genre à savoir s'éclipser avec grâce, dit Bobby, ni à laisser aux autres une chance de se montrer gracieux, si elle pouvait l'éviter. Elle était venue pour me ramener à la maison, tu sais. Fais attention à cette souche, garde, elle est très haute. » Gardener tira le levier du changement de vitesse jusqu'en haut. Le Tomcat s'éleva de quelques centimètres de plus, frôlant le sommet de la grosse souche. Une fois l'obstacle passé, Garde relâcha le levier et le Tomcat redescendit, comme avant, à 50 centimètres du sol. « Oui, elle est arrivée sur ses grands chevaux, reprit Bobby, comme étonné. À cette époque, elle aurait pu m'embobiner, mais maintenant, elle n'avait pas la moindre chance. » Gardener eut un frisson. On pouvait interpréter cette remarque de bien des façons, non? « Je m'étonne tout de même qu'il ne t'ait fallu qu'une soirée pour la convaincre, dit Gardener. Je croyais qu'il n'y avait pas pire que Patricia McCardle, mais à côté de ta sœur, Patty ressemble à Annette Funicello. »« Oh, il m'a suffi d'enlever un peu de fond de teint, dit Bobby. Quand elle a vu ce qu'il y avait en dessous, elle a hurlé, et elle est partie si vite qu'on aurait dit qu'elle avait des fusées sous les pieds. C'était très drôle. » « Ouais, plausible.
tellement plausible qu'il eut un mal fou à résister à la tentation de la croire, sauf qu'il savait que la dame en question aurait été incapable d'aller où que ce soit sans aide. Elle pouvait à peine marcher sans aide. Non, se dit Gardner, elle n'est jamais partie. Je me demande seulement si tu l'as tuée ou si elle est dans ce foutu hangar avec Peter. Combien de temps les modifications physiques vont-elles se poursuivre, Bobby demanda Gardner. Oh, elles seront bientôt terminées, répondit-elle. Et Gardner se répéta que Bobby n'avait jamais su mentir. On y est, dit Bobby. Gare le Tomcat près de l'abri. Le soir, ils s'arrêtèrent tôt. La chaleur persistait, et ni l'un ni l'autre ne se sentait capable de continuer jusqu'au crépuscule. Ils rentrèrent à la maison, promenèrent leur nourriture dans leur assiette, et en mangèrent même un peu. La vaisselle lavée, Gardner dit qu'il allait se promener. « Ah bon ?» dit Bobby, en le regardant avec cet air interrogateur et circonspect qui était devenu l'une de ses expressions favorites. « Je pensais que tu avais pris assez d'exercice pour aujourd'hui. »« Bon, le soleil est couché, » dit Garde d'un ton détaché, « et il fait plus frais. Pas de moustiques. Et, ajouta-t-il en regardant Bobby dans les yeux, si je m'installe sur le porche, je vais prendre une bouteille. Si je prends une bouteille, je vais me saouler. Mais si je vais me promener et que je reviens épuisé, peut-être que je me mettrai au lit sans boire, pour une fois. » C'était vrai, mais une autre vérité se nichait à l'intérieur de la première, comme une poupée russe dans une autre. Gardner regarda Bobby et attendit de voir si elle allait chercher à découvrir la seconde poupée. Mais elle n'en fit rien. « D'accord, dit-elle. Mais tu sais que je me moque de ce que tu bois, Garde. Je suis ton ami, pas ta femme. » C'est vrai, tu te moques de ce que je bois. Tu m'as même facilité les choses pour que je boive autant que je voulais, parce que ça me neutralise. Il longea la route numéro 9, passa devant chez Justin Hurd, et quand il déboucha sur la route de Nista, il tourna à gauche et accéléra le pas, ses bras se balançant avec insouciance. Ce dernier mois de travail l'avait plus endurci qu'il ne l'aurait cru. Il n'y avait pas si longtemps, au bout de 3 kilomètres de marche, il n'aurait plus eu de souffle et ses jambes en caoutchouc auraient refusé de le porter. Mais l'atmosphère restait étrange. Pas le moindre engoulevent pour saluer le crépuscule, pas un chien pour lui aboyer après, presque toutes les maisons sans lumière, pas une lueur instable et bleue de téléviseur à travers les quelques fenêtres allumées. Peut-on encore s'intéresser aux rediffusions de feuilletons de Barney Miller quand on est en train d'évoluer, se dit Gardner. Quand il arriva à la pancarte annonçant fin de la route à 200 mètres, il faisait presque complètement nuit, mais la lune montait et le ciel était très clair. Au bout de la route, il alla jusqu'à la lourde chaîne tendue entre deux poteaux. On y avait suspendu un panneau, maintenant rouillé, et qui avait visiblement servi de cible à des tireurs du dimanche, où on pouvait encore lire « Passage interdit ». Garde enjamba la chaîne et continua son chemin jusqu'à la gravière abandonnée. Sous la lumière de la lune, ses flancs envahis de mauvaises herbes avaient la blancheur de l'os. Le silence donna la chair de poule à Gardner. Qu'est-ce qui l'avait amené ici? Sa propre évolution, supposait-il, quelque chose qu'il avait lu dans l'esprit de Bobby sans même s'en rendre compte. C'était sans doute ça, parce que ce qui l'avait amené ici était beaucoup plus fort qu'une simple envie. À sa gauche, une épaisse plaie triangulaire se détachait dans la blancheur du gravier. Il y avait là une masse de gravier qu'on avait récemment déplacée. Gardner s'en approcha, accompagné du seul crissement de ses chaussures. Il creusa dans le gravier frais et ne trouva rien. Se déplaça, creusa un autre trou et ne trouva rien. Se déplaça, creusa un troisième trou et ne trouva rien. Mais une minute. Ses doigts glissaient sur quelque chose de beaucoup plus lisse qu'une pierre. Il se pencha, entendit les battements de sa tête, mais ne vit rien. Il regretta de ne pas avoir emporté de lampe torche, mais cela aurait davantage éveillé les soupçons de Bobby. Il élargit son trou, laissant les graviers dégringoler la pente. Il avait dégagé un phare de voiture. Gardner le regarda avec un curieux amusement macabre. « Alors c'est ça qu'on ressent quand on trouve quelque chose dans la terre, se dit-il, quand on trouve un objet étrange. Sauf que j'ai pas trébuché dessus, n'est-ce pas? Je savais où chercher. » Il creusa plus vite, remontant la pente et lançant les graviers entre ses jambes comme un chien cherche un os, ignorant sa tête qui battait toujours, ignorant ses mains qui commencèrent par égratigner, puis se coupèrent et se mirent à saigner. Il parvint à dégager la partie du capot de la cutlasse qui se trouvait juste au-dessus du phare droit, et continua le travail plus vite maintenant qu'il pouvait se mettre debout. Bobby et ses copains ne s'étaient pas fatigués pour cet enterrement. Gardner dégagea les graviers à pleine brassée et finit par les expédier au loin à coups de pied. Les cailloux crissaient et grinçaient sur le métal. Garde avait la bouche sèche.
Il remontait vers le pare-brise, et honnêtement, il ne savait pas ce qui valait mieux, voir quelque chose ou ne rien voir. Ses doigts retrouvèrent une surface douce et lisse. Sans s'autoriser aucune interruption pour réfléchir, l'inquiétant silence du lieu aurait alors pu le décontenancer, il risquait de s'enfuir. Il dégagea un morceau du pare-brise et regarda à l'intérieur, protégeant ses yeux des reflets de la lune. Rien. La cutlass, louée par Ann Anderson, était vide. Ils ont pu la mettre dans le coffre. En fait, tu n'as encore aucune certitude. Et pourtant, il avait l'impression que si. La logique lui disait que le corps d'Anne n'était pas dans le coffre. Pourquoi se serait-il donné cette peine ? Quiconque trouverait une voiture neuve enterrée dans une gravière abandonnée aurait des soupçons et fouillerait le coffre, ou alerterait la police qui s'en chargerait. Mais à Haven, tout le monde s'en moquerait. Ils ont pour l'instant des problèmes plus urgents que de déterrer une voiture dans une gravière. Et si quelqu'un du village la trouvait, jamais il n'appellerait la police. Ce serait attirer des étrangers, et personne ne voulait d'étrangers à Haven cet été-là, n'est-ce pas ? Jamais de la vie. Donc, elle n'était pas dans le coffre. Simple logique, CQFD. Mais peut-être que ceux qui ont fait ça n'avaient pas ta logique imparable, garde. Baliverne. S'ils pouvaient envisager les choses sous 3 angles différents, les petits génies de Haven les envisageraient sous 23 angles différents. Rien ne leur échappait. Gardiner recula à genoux jusqu'au bord du capot et sauta par terre. Il se rendit compte que ses mains blessées le brûlaient. Il faudrait qu'il prenne de l'aspirine en rentrant et qu'il essaye de cacher les dégâts à Bobby demain matin. Les gants de travail s'imposeraient toute la journée. Anne n'était pas dans la voiture. Alors, où était Anne ? Dans le hangar, naturellement. Dans le hangar. Gardiner comprit soudain pourquoi il était venu là. Non pas seulement pour confirmer une pensée qu'il avait piquée dans la tête de Bobby. Si c'était ce qu'il avait fait, son subconscient pouvait simplement s'être fixé sur la gravière, parce que c'était l'endroit le plus pratique pour se débarrasser rapidement d'une grosse voiture. Mais parce qu'il avait dû s'assurer que c'était le hangar. Il en avait eu besoin, parce qu'il avait une décision à prendre, et il savait maintenant que même le fait d'assister à la transformation de Bobby en quelque chose d'inhumain n'était pas suffisant pour le contraindre à prendre cette décision. Il avait tellement besoin d'exhumer le vaisseau, de l'exhumer et de le remettre en service, tellement. Avant qu'il puisse prendre une décision, il fallait qu'il voie ce qu'il y avait dans le hangar de Bobby. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans la lumière froide et luisante de la lune, frappé par une interrogation. Pourquoi s'était-il donné la peine de cacher la voiture ? Parce que l'agence de location déclarerait sa disparition et que d'autres policiers viendraient à Haven ? Non. Les gens de chez Hertz ou Davis pouvaient très bien ne pas même savoir que la voiture manquait à l'appel avant des jours, et il faudrait plus longtemps encore avant que les flics n'établissent le rapprochement entre Anne et sa famille de Haven. Une semaine au moins, plutôt 2. Et Gardiner se dit que d'ici là, Haven ne s'inquiéterait plus des interférences du monde extérieur, quoi qu'il arrive, une bonne fois pour toutes. Alors, à qui voulait-il cacher la voiture ? À toi, garde. Ils l'ont cachée pour que tu ne la vois pas. Ils ne veulent toujours pas que tu saches de quoi ils sont capables pour se protéger. Ils ont caché la voiture et Bobby t'a dit qu'Anne était partie. Il rentra en retournant son dangereux secret dans sa tête, comme un joyau.